Il va avec la frappe. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale pour la première gazette du Mercato estival 2025-2026. Donc voilà, on est le 19 juin, jour de l'enregistrement. Voilà, on lance, ça y est, un petit peu la reprise vers la nouvelle saison avec cette première gazette estivale parce qu'il s'est quand même passé des choses, hein, on s'en souvient, on en avait déjà un petit peu parlé au moment des derniers débriefs du bilan avec l'arrivée, la signature d'Eric Dier. Ce sera le premier sujet de cette émission. On abordera également la question de Pogba et Fati, deux dossiers qui cristallisent pas mal des interrogations, hein, parce que des noms évidemment très renommés, et puis on abordera également d'autres rumeurs un peu à la fin de cette émission. Donc pour cette émission, Patrice, habituel avec moi. Salut Pat. Salut. Et également un invité, Florian. Donc tu avais fait un débrief avec nous il y a quelques semaines de ça, et avec Erwan également. Donc voilà, comme tu es habitué également des fils Twitter pour le Mercato, du coup on s'est dit qu'on allait quand même t'inviter, parce qu'en plus on a vu que, je crois que sur notre deuxième sujet prévu ce soir, je crois que tu as quand même plutôt que des petites choses à dire toi aussi. Tout à fait. C'est ça. Donc, merci pour l'invitation et hâte de parler de tout ça tous les trois. Alors du coup on va évidemment commencer par l'officialisation. Alors, l'officialisation qui était tombée très tôt, hein, puisqu'on parle de ça, c'était à la soirée des abonnés. Donc soirée des abonnés qui avait eu lieu fin mai. C'était évidemment dans les cartons, on savait que ça allait se faire parce que lui-même avait annoncé son départ lors de la dernière journée, je crois, en Bundesliga, ou le moment où des célébrations du titre du Bayern. Est-ce qu'on peut parler d'un joli coup pour cette arrivée, Florian ? Alors moi je pense que oui, on est quand même sur un joueur qui a certains bagages. Il a passé quasiment 10 ans à Tottenham. Il sort de deux saisons et demie au Bayern, c'est ça à peu près? 1 an et demi, 2 ans et demi? 1 an et demi, oui. 1 an et demi, voilà. Donc clairement c'est un bon coup. On cherchait de l'expérience et on cherchait du caractère. Avec un joueur pareil, on a. Donc pour moi c'est clairement un bon coup, à moindre frais, hein, évidemment, parce qu'il arrive libre, donc je pense que c'est une bonne pioche et que ça coche beaucoup de cases positives. On le rappelle effectivement, Patrice, arrivé libre, alors on imagine que la prime à la signature a dû être un petit peu voilà, il a dû avoir un 13e mois assez sympa, je pense, au mois de juin. Mais voilà, donc c'était quand même un joli coup pour aussi des raisons économiques, Pat. C'est sûr que déjà t'économises un transfert pour un joueur de son niveau, donc même si derrière tu fais une prime à la signature, plus comme tu le dis un gros salaire que tu lui aurais donné dans tous les cas, tu fais une belle petite économie. Tu vas chercher un joueur qui a beaucoup d'expérience sur le plan international, sur le plan européen, qui joue en plus, parce que à cet âge-là on pourrait croire aussi que c'est un joueur qui est sur le banc du club et qui a peu de temps de jeu et donc il va en chercher à Monaco. Là c'est pas le cas, hein, quand même. Il a fait une saison qui est assez pleine, même si c'est un remplaçant, hein, du Bayern. C'est un joueur qui est polyvalent aussi, même si a priori on nous a confirmé qu'il venait comme défenseur central, beaucoup évolué au milieu de terrain, donc c'est toujours bien. Ça peut offrir des solutions sur certains matchs. Voilà, donc pour moi plutôt content qu'on puisse attirer ce deux joueurs. Alors tu l'as souligné, c'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé de son poste, défenseur central. En tout cas, c'est comme ça qu'il est prévu qu'il joue, et non pas comme milieu. Je crois qu'il a aussi quand même pas mal joué comme arrière droit, notamment quand il était à Tottenham. En tout cas, très clairement, au Bayern, c'était un défenseur central. Alors tu le disais, pas toujours titulaire, c'est la réalité, puisqu'il était numéro 3 dans la hiérarchie, derrière Upamecano et Kim. C'est vrai qu'au meilleur de leur forme, c'est vrai que ces deux-là étaient quand même titulaires devant lui. En tout cas, c'est ce qui m'avait été rapporté. Maintenant, c'est vrai qu'il a pas mal joué, en particulier cette saison. Alors, il est arrivé en janvier 2024 au Bayern, après donc 10 années passées à Tottenham. On se rappelle,
on se rappelle pas forcément de lui, mais en tout cas, on peut se souvenir qu'il avait joué contre nous, justement, quand Monaco avait affronté Tottenham en Ligue Europa, donc saison 2015-2016, et l'année d'après, en Ligue des Champions 2016-2017, on l'avait déjà rencontré. Et là, il est arrivé au Bayern, du coup, l'an dernier, en 2024, janvier, et il a passé seulement 1 an et demi, mais il a beaucoup joué, en tout cas, cette saison. Cette saison, c'est 28 matchs. J'ai pas le stade du nombre de fois qu'il a été titulaire. Mais bon, 1846. Non, 20 fois. 20 fois 20 fois titulaire. Ouais, sur 28, quoi. Donc, ouais, il a joué sur les rotations, quoi, sur les matchs. Après, voilà, c'est vrai qu'ils étaient que 3. Hein, Arrive en forme. Ils avaient vraiment pas beaucoup de monde aussi, donc dans tous les cas, voilà, il avait de grandes chances de jouer. Il a gagné son premier titre en carrière, mine de rien, en même temps qu'Harry Kane. Mine de rien, c'est pas un joueur qui a beaucoup gagné. C'est un joueur qui reste quand même, qui garde quand même l'expérience de la Ligue des Champions d'un certain côté, qui a joué une finale de Ligue des Champions aussi. Mais voilà, donc sinon, oui, sur le parcours à Tottenham, ça fait à peu près 350 matchs bien tassés. Donc très très solide expérience, joueur de 31 ans. Aussi, c'est un des aspects dans le profil. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire qu'au-delà de 30 ans, ça peut être un petit peu vieux, etc. Clairement, là, en tout cas, lui, s'il arrive, 31 ans, c'est le plus vieux de l'effectif. Voilà. Est-ce qu'on peut le dire que potentiellement, les inquiétudes qu'on pourrait avoir à son sujet seraient peut-être un peu plus de nature physique, justement, dû à son grand âge, entre guillemets, je mets des guillemets parce que ça veut dire que parce qu'il est plus jeune que moi quand même, et ça fait un peu mal au cul de se dire ça quand même. Donc, et je me considère pas du tout comme un vieux, hein, donc, 31 ans, c'est vrai que c'est un âge, voilà, pour un footballeur, c'est vrai qu'on est plus proche de la fin que du début, mais voilà, c'est peut-être un petit peu là où, entre guillemets, on pourrait avoir quelques inquiétudes. Pas forcément, parce que quand tu regardes un petit peu son historique de blessures en carrière, il a été très très peu blessé. Il y a quelques problèmes à la cuisse, mais ses dernières blessures, ça remonte à 2022. Ouais. Avec Tottenham. Okay. Donc pas blessé, un joueur qui est plutôt fiable physiquement. Donc non, 31 ans. Moi, plus sur la vitesse que ça peut être inquiétant. Voilà, plus sur, surtout dans un championnat comme la Ligue 1 où on a tendance à monter un peu haut et du coup ça joue beaucoup sur les contre-attaques. Ouais, même sur la côté des suspensions, il est très peu suspendu. C'est un joueur qui est fiable physiquement et en termes de discipline. Donc, propre, ouais. S'il vient à Monaco, c'est comme titulaire. Clairement, tu ne fais pas venir ce genre de joueur-là pour lui faire signer un contrat et lui dire qu'il va être dans la rotation et qu'il va devoir défendre sa place. Clairement, s'il vient, c'est promis qu'il allait être titulaire cette saison. Ouais, alors justement, il y a forte chance que ce soit la charnière avec Kerrer. On verra parce que Kerrer aussi a exprimé des réticences visiblement à son arrivée. Il n'est pas le seul, il y a Salissou aussi notamment. Donc voilà, c'est vrai que c'est une arrivée mine de rien qui a pas peut-être fait l'unanimité, ou en tout cas qui a entraîné quelques réserves au niveau du groupe, alors que pour autant, paradoxalement, c'est quelqu'un qui était très bien vu dans le vestiaire du Bayern, qui faisait vraiment l'unanimité et qui avait vraiment pas mal d'amis. Les deux qui pleurent, c'est les deux qui peuvent perdre leur place. Il y en a un, c'est quasiment sûr, c'est Lissou. Ouais, lui, il a même déjà perdu, de toute façon. Parce qu'autant ça peut commencer en cœur d'ailleurs pour le début de la saison, mais très rapidement, Wissa, par sa vitesse, justement, on peut faire un duo peut-être beaucoup plus intéressant par la suite avec lui. Non, moi ce que j'avais lu, c'est que les supporters du Bayern aussi étaient très satisfaits d'ailleurs. Ils avaient même lancé une pétition pour que sa prolongation soit actée, sachant que son contrat se terminait au 30 juin. Donc voilà, on est sur un gars quand même qui fait l'unanimité. Et puis bon, comme tu l'as soulevé, Kerrer et ses états d'âme, ça traduit aussi quand même une inquiétude de sa part de perdre sa place dans un club où il avait retrouvé du temps de jeu. Ouais. Publiquement, il avait déclaré qu'il était content, etc., pour un peu éteindre le feu, toutes ces rumeurs qui étaient sorties. Oui, surtout qu'il était à la soirée abonnée et il a été questionné sur ça pendant la soirée, donc c'est sûr qu'il allait pas dire ça me fait chier devant tout le monde, devant 100 mecs. ça aurait foutu une ambiance de merde. C'est sûr, mais bon, en tout cas, ça va apporter de la concurrence, une concurrence assez costaud au niveau de la défense centrale.
Et j'ai du mal quand même à voir Uther sortir Mawissa aussi du 11. Ouais. Sachant qu'il l'a fait monter et qu'on est clairement sur une deuxième année et qu'il va falloir le valoriser. Ce qu'on m'a dit aussi sur lui, c'était que c'était un joueur finalement qui avait fait beaucoup de bien à Upamecano quand celui-ci n'était pas à 100%, et on m'a dit ensuite il fera sans doute beaucoup de bien à Kerrer aussi, sur le niveau mental justement. Si ça peut tirer tout le monde vers le haut, et je pense que c'est quand même le but d'une telle signature, c'est ce qui était un peu transpiré des déclarations des uns et des autres, de Skuro notamment. Voilà, on a pris un gars avec une opportunité de marché, et ce gars-là, il doit, de par son expérience et de par son aura, je mets bien des guillemets, tirer tout le monde vers le haut, et même ceux qui sont réticents à se marier, quoi. Il me semble, alors il y avait une question sur sa participation à la Coupe du Monde des clubs. Avec le Bayern, je crois que le Bayern aurait aimé le faire jouer. Max Eberl, le directeur sportif, avait déclaré ça. Maintenant, je crois sur le premier match du Bayern qu'il n'était pas sur la feuille de match, donc si je dis pas de bêtises, donc je pense qu'a priori il ne devrait pas y participer, quoi. Il me semble qu'il n'est pas dans le groupe du Bayern. Non. Bah, sur sa feuille, en tout cas, le dernier match qu'il a fait, c'est en championnat. Il a pas rejoué depuis. Ça. Donc bon, a priori, je pense que voilà, ils se sont arrangés pour et il n'est pas sur le banc non plus. On l'attend évidemment à la reprise, je pense, pour le 28 juin, lui, a priori. On a eu d'autres officialisations, mais qui concernent uniquement des joueurs, des jeunes joueurs, pardon. Donc on a eu Safwan Benzara, donc 16 ans, attaquant qui vient du NAC Breda. Donc là, c'est un joueur pour l'académie, très clairement. Il va jouer avec les U19, et puis c'est un contrat uniquement stagiaire, pas un contrat professionnel. Dans les contrats un contrat professionnel a été signé, c'est celui d'Anis Soubir, en provenance du FC Metz. Lui évoluera cette saison avec le groupe élite. Et enfin, on avait deux autres joueurs qui ont également signé un contrat stagiaire. C'est Ismail Bamba, qui a passé une saison à Caen, et Naël Adani. Du coup, donc pareil, c'est des joueurs qui ont signé des contrats stagiaires. Donc on n'en parlera pas forcément aujourd'hui parce que on essaiera de se concentrer sur les joueurs, les renforts de l'académie dans une autre émission un petit peu plus tard pendant l'été. Voilà. Mais voilà, il faut ça pour vous donner l'info, donc que 4 joueurs ont également rejoint Monaco, mais pour l'académie, mais un uniquement avec un contrat professionnel, donc Anis Soubir. Deuxième sujet qu'on va évidemment aborder, et sujet qui est beaucoup attendu forcément parce que les noms font que on a quand même des attentes entre guillemets sur ces mecs là. C'est Paul Pogba et Ansu Fati. Donc Pogba libre de tout contrat et Ansu Fati qui est au FC Barcelone. Pareil, hein, voilà. Des noms. Alors est-ce qu'on parle de bonnes ou de mauvaises idées? C'est des dossiers qui font parler en tout cas depuis pas mal de semaines maintenant. En tout cas, Ansu Fati, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je vais pas dire qui traîne un peu, mais voilà, ça fait quand même longtemps que c'est dans les tuyaux, dans les cartons. Et Pogba, c'est il y a à peu près quoi, une semaine, 10 jours, on va dire environ, qu'on a eu la première info sur les contacts. On aurait dû avoir un week-end un petit peu décisif le concernant, mais visiblement ça n'a pas trop avancé. En tout cas, ça buterait sur le salaire. Bon, alors. On va remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Est-ce qu'on commence, on va scinder les deux cas évidemment. Est-ce que vous préférez qu'on commence par Paul Pogba ou Ansu Fati? Je vous laisse choisir. À l'ancienneté, je dirais. Le premier dossier, quoi, ça a été Fati. Fati? Ok. Alors on commence par Fati justement. Donc ailier gauche de 22 ans qui est en contrat avec le FC Barcelone, donc un bon contrat au Barça, mais qui est totalement en perte de vitesse, régulièrement blessé, qui n'a quasiment pas joué cette saison avec Hansi Flick, 11 matchs seulement. Il était assez attendu, mine de rien, parce que c'est un joueur de talent, un jeune qui a un potentiel assez important, et donc forcément il y a des attentes autour de ce genre de profil, mais derrière ça n'a pas il n'a pas
poursuivi, en tout cas, il est parvenu tel qu'on aurait pu le penser, on aurait pu le croire. Flick l'a pas vraiment considéré. Alors, je disais, joueur souvent blessé, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Ansu Fati? Pour ceux qui ont pu me lire ou qui ont pu me regarder sur ma chaîne, ils savent déjà ce que je pense, mais je vais le redire. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Vraiment une très mauvaise idée. En tout cas, aux conditions exigées par le Barça, surtout. On sait que Monaco veut absolument un prêt avec option d'achat non obligatoire, sans prise en charge intégrale du salaire du joueur. On parle d'un joueur qui est censé toucher 12 millions d'euros par an, brut, toujours en brut, qui n'a joué que 300 minutes la saison dernière, que son entraîneur a publiquement pensé dans le sens où il a dit qu'il fallait qu'il fasse plus d'efforts. Donc s'il n'a pas joué, c'est qu'il n'était pas dans l'exigence qu'attendait Hansi Flick. Et la saison précédente à Brighton, où il avait été prêté et où il a eu cette opportunité de se relancer, c'était vraiment une belle opportunité pour lui de se relancer, sous De Zerbi, à l'époque, avant de son arrivée à Marseille. Il a sorti une saison à 1000 minutes. Bon, il avait joué 30 matchs, mais 1000 minutes, donc c'est l'équivalent de 10-11 matchs pleins, ce qui est pas énorme. Mais il a été beaucoup blessé aussi lors de cette saison-là. Donc voilà. Et globalement mauvais. Voilà, mauvais. Voilà, En tout cas, le contexte de Première Ligue n'était clairement pas adapté à lui. Trop d'incertitude. Au final, la dernière bonne saison d'Ansu Fati, c'était il y a 3 ans. Il y a 22-23. Donc, c'est après des grosses blessures. Donc, un mec qui a énormément de problèmes au genou, si je dis pas de bêtises. C'était le ménisque, déchirure du ménisque ou des choses comme ça, je crois. C'est un joueur qui n'a pas enchaîné quasiment depuis plusieurs saisons. Et effectivement, tu parles des conditions du Bayern. C'est des conditions qui peuvent être potentiellement assez élevées. Alors, il y a beaucoup de choses sur ce dossier. Il y a des tweets tous les 2-3 jours de Fabrizio Romano pour nous tenir au courant des évolutions. Les petits SMS de l'agent. Ouais. C'est bien. Donc, pour se rendre compte surtout que ça évolue pas très vite. Alors, c'est vrai que moi, on m'avait plutôt dit que c'était bouclé. Finalement, une autre personne m'a dit que ça ne l'était pas, mais que c'était plutôt en bonne voie. Donc, voilà, ça apporte un peu de nuance, on va dire, aussi à ça. Parce que c'est vrai que sur les dernières infos, c'était plutôt... on avait plutôt tendance à entendre que il y avait des désaccords qui n'arrivaient pas à être vraiment réglés. Même si le joueur, lui, en tout cas, était déjà d'accord, était prêt à paraffer son contrat, à signer, donc... On peut venir, clairement. Mais parce qu'il sent qu'avec après, on a quand même un club qui va jouer la Ligue des Champions, donc on est dans un contexte favorable pour lui. C'est presque inespéré. Ouais. On parle donc d'un prêt. L'option d'achat qui avait été donnée, c'était 12 millions d'euros pour un joueur qui, est qui ne joue plus, qui a connu beaucoup de pépins physiques et ça. Même s'il a un gros potentiel, en tout cas il avait affiché un gros potentiel à ses débuts, c'est pas un montant délirant, a priori. Maintenant, j'ai l'impression que ça freine aussi un petit peu du côté de Monaco pour ne pas payer des sommes délirantes au niveau du salaire. Mais après, Patrice, on peut dire qu'un prêt avec option d'achat, si le prêt en tout cas est un succès, ça peut être gagnant-gagnant, quoi. Ouais, encore à voir les conditions du prêt avec option d'achat, parce qu'il y a des chances qu'il y ait des possibilités de retour quand même, que le Barça puisse récupérer le joueur ou des choses comme ça à tous les coups, quoi. Oui, après, franchement, l'option d'achat, c'est vraiment pas le truc qui m'apporte pour l'instant. C'est plus, comme le disait Florian, c'est le salaire. C'est énorme le salaire qu'il touche, quoi. Et si c'est une prise en charge à 100% pour Monaco, c'est lourd, mais c'est surtout par rapport aux autres joueurs, quoi. T'as un joueur qui arrive, qui connaît pas du tout le club et qui arrive même pas un peu au-dessus des autres, mais clairement des années-lumière des salaires des autres joueurs, quoi. Donc ça peut aussi créer des problèmes au sein de l'effectif, des joueurs qui en dessous vont dire attendez, vous avez vu, moi je fais ce qu'il fait, à un moment donné il faut peut-être que nos salaires s'alignent un peu plus. Donc
Moi, c'est plus sur ce point-là, au niveau du contrat qu'on fait avec le Barça, qui est vraiment important. Ouais. Après, au niveau du profil, alors, il y a les blessures, il y a le côté du joueur qui n'a pas enchaîné. Moi, les réserves que j'ai, c'est aussi sur le profil. C'est un joueur que je vois pas du tout en Ligue 1. Je crains que ce soit un profil qui ne fonctionne pas en Ligue 1, qui se fasse bouffer physiquement, tout simplement. Parce que voilà, on connaît, hein, on sait les qualités de la Ligue 1, on sait aussi ses défauts, mais on sait ses qualités, qu'elles sont davantage athlétiques, en tout cas dans la densité physique du jeu en Ligue 1. J'ai du mal à le voir faire des différences à ce niveau-là. Moi, c'est le manque d'espace qu'il aura qui va. Parce que du coup, on n'est pas comme en Espagne ou peut-être même en Angleterre, quoi, où il y a quand même beaucoup plus d'espace en Ligue 1, où vraiment c'est très très serré au niveau de la défense sur la majorité des matchs. Et du coup, il pourra beaucoup moins utiliser son avec nous. Il y a un minimum d'explosivité, ce qui était quand même sa force au départ, avec toutes ces blessures enchaînées et ces déséquilibres physiques qu'il doit avoir maintenant. Je pense que oui, c'est clairement. Je te rejoins, Damien, sur ce constat. Ça semble en tout cas à matcher à première vue. Alors, autre question, c'est est-ce que nous sommes des pisse froids à ne pas être hypé par l'arrivée d'Ansu Fati? Peut-être. Mais je pense que le mercato, c'est question de réalisme aussi, moi. C'est pas une question de super, il y a les noms, etc. C'est bien les noms, pour le marketing, c'est super. Mais si derrière il n'y a pas de résultat, en tout cas, il y a trop d'incertitudes. Après, si ça marche et que ça se fait et que ça marche et que c'est un triomphe, on ne pourra que s'incliner et voilà, et la patrouille nous rattrapera. Il n'y a pas de souci. Mais non, c'est un trop gros pari. Et avec un coût potentiel mirobolant. De mon côté, mon avis sur Lucas Fati, c'est assez lié du coup à celui avec Pogba, parce que pour moi, c'est des cas vraiment très très similaires. Les deux, c'est des gros paris. C'est des joueurs qui ont soit un gros potentiel, soit qui ont montré qu'ils étaient des énormes joueurs. Les deux joueurs sortent de très mauvaises saisons. Ils n'ont pas joué depuis un moment. Les deux ont que de blessures qui sont très importants. Les deux, si c'est des paris gagnants, c'est full win pour Monaco, parce que ça t'apporte énormément de choses. Et maintenant, là où je fais la différence, c'est que même si les deux arrivent normalement pour être titulaires, vu leur niveau, Pogba, si ça marche pas, s'il est blessé, s'il peut pas jouer et tout, t'as Zakaria Kamara qui sera ton milieu de terrain, c'est celui qu'on a eu la saison dernière, donc ça va, t'arrives à t'en sortir, t'as fait un pari sur un milieu de terrain, il vient remplacer du coup Al-Musrati, ça va, c'est pas le problème. Ansu Fati, s'il vient à Monaco, théoriquement, c'est pour prendre la place d'Akliouche. Pas poste pour poste, hein, parce que forcément Akliouche vient pas là, mais voilà, c'est pour anticiper aussi le départ d'Akliouche, pour arriver à avoir un autre joueur qui est à peu près du même profil. S'il joue pas, t'as plus rien, quoi, parce que tu finis la saison avec Golovin, Minamino et tu t'es planté sur un poste ultra important, vu que c'est pour remplacer ton meilleur joueur, quasiment, avec Zakaria, de la saison dernière. C'est donc, là où très gros pari. C'est là où je voulais en venir aussi, c'est si Fati arrive, de qui il va prendre la place, en fait. Et là, quand tu dis Akliouche, là, je me dis, la première chose, c'est qu'il me semble que c'est pas le même poste, enfin, c'est pas le même côté. Akliouche, non, mais t'as un décalage sur les milieux-terrains, oui. Hormis Akliouche qui était vraiment fixé à droite, les autres sont tous tournés. Que ce soit Golovin, Minamino, Ben Seguir, ils ont joué au centre, à droite ou à gauche. Donc il y aura un décalage. Fati va venir sur son poste de prédilection. Et après, soit on joue à 3, ou t'as un Minamino, parce que la question... soit tu joues qu'à 2 milieux et t'as un ou Ben. Oui, parce que la question que ça pouvait soulever, c'était est-ce que c'était pas pour remplacer un autre joueur qu'Akliouche et là, les regards se tourneraient vers un Ben Seguir ou un Golovin, dont les deux ont été cités au rayon des départs, alors qu'ils sont pas forcément... que le club n'aurait pas forcément l'intention de les laisser partir, mais bon, si jamais il y a une offre, alors pour l'instant c'est pas le cas, mais si jamais il y a quelque chose qui se présente, voilà, et est-ce que ça pourrait pas plutôt remplacer un de ces deux joueurs-là plutôt qu'un Akliouche, et où il faudrait à nouveau trouver un autre remplaçant éventuellement pour Akliouche? Moi, ce que je pense, et on l'a dit en off, c'est que moi j'ai la sensation
et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est que si Fati arrive, ce serait plus pour remplacer un Ben Seguir dans l'absolu, voire un Golovin qui a clairement déclaré qu'il voulait rentrer en Russie. Mais si c'est pour remplacer Golovin, ce serait pour faire le nombre sur le banc, et à ce prix-là, est-ce que ça vaut le coup? Ou à l'infirmerie. Ça ça marche aussi. En tout cas, dans les deux sens, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Les kinés et le staff médical sera ravi. Ils s'y retrouveront. Ouais, ils pourront bien justifier leur salaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur le côté droit, ça pose question. Potentiellement d'une autre recrue côté droit de l'attaque. Les infos de l'équipe qui viennent de tomber justement sur le sujet des milieux offensifs et sur plusieurs autres sujets. Je lis que ni Akliouche, ni Ben Seguir, ni Golovin ne feraient l'objet d'intérêts concrets sur ce sujet des milieux offensifs et de Fati ou qui pourrait remplacer. Si tu as à côté des joueurs qui partent pas, ça risque de faire embouteillage. Hein. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit sur Ben Seguir et Akliouche, c'est que ça se bouscule pas au portillon pour l'instant, donc c'est confirmé. Donc oui. Si tu arrives à garder Akliouche, Minamino, ah ouais, bien sûr. Ben Seguir, et que tu te rajoutes là-dessus un Fati, pour alterner du 4-4-2 et du 4-2-3-1. J'ai envie de te dire, si tu les gardes, t'as même pas besoin de te rajouter un Fati. Hein. Bah, t'as toujours un joueur en plus pour jouer. Vu avec tous les attaquants qu'on a, on peut s'en dispenser, je pense. À mon avis. Ah bah oui, par contre, tu vas dire, à un moment donné, si tu fais rentrer un joueur dans l'effet, j'ai d'en faire tiens. Ouais. Alors, on peut imaginer peut-être que voilà, ce serait peut-être, je sais pas, ce serait peut-être un Golovin ou quoi, ou un Mbolo qui partirait, mais bon, je pense qu'en tout cas, on a du monde. On peut largement faire tourner l'attaque avec ce qu'on a, quoi. Bon. Alors maintenant on peut parler aussi de Pogba. Alors là c'est un autre sujet parce que autre phénomène si je puis dire. Là c'est un énorme nom, hein, Pogba. 32 ans, pédigré un peu du bonhomme, hein, des saisons à la Juve, à Manchester United, champion du monde 2018. Et suspendu pour dopage en 2023. Forcément, non mais c'est aussi un des aspects très controversés du personnage et problématique du joueur aujourd'hui, parce que une suspension pour la testostérone, je crois, après un contrôle antidopage fait en août 2023. Et qui avait eu 4 ans de suspension au départ et qui ensuite avait vu sa suspension ramenée à 18 mois, donc il pouvait jouer à partir du mois de mars de cette année. Mais entre-temps, il a été libéré en décembre par la Juventus. Donc du coup, ça fait depuis septembre 2023 qu'il ne joue pas, qu'il n'a plus foulé les terrains. Donc c'est considérable, surtout à son âge, 32 ans, parce que pour retrouver son niveau, je pense que physiquement ça me paraît peu compliqué, et je vais pas juger sur 2 photos où il bande les muscles pour dire qu'il est en forme physiquement. Non mais c'est ridicule, hein, j'ai vu plein de gens faire ça, ça n'a strictement aucun sens, je veux dire. Voilà, alors donc Pogba, là c'est vraiment un énorme débat, parce que forcément c'est un joueur un des joueurs les plus connus au monde. Là pour le coup c'est autre chose qu'Ansu Fati. C'est un joueur qui a été énorme par le passé, pas toujours, c'est un de mes voilà. Mais c'est un joueur qui a été vraiment énorme par le passé, qui a plus grand chose à prouver en réalité, hein, sur son niveau international. Mais là aussi, voilà, il y a forcément des réserves. Alors, c'est en discussion. Le concernant, on avait on avait dit que le week-end dernier devait être décisif pour sa signature, en tout cas pour un peu voir l'avancée des négociations. Et visiblement, ça n'a pas beaucoup avancé. Apparemment, et en tout cas ça buterait sur le salaire, donc là c'est pareil. Alors Fati, on parlait de 12 millions, Pogba, son dernier salaire apparemment la Juve c'était 8 millions d'euros annuels. Alors il serait prêt visiblement à faire un effort, mais ça, voilà, ça coincerait quand même, surtout que lui en tant que Français, en plus il n'a pas non plus la
droit au petit coup de déduction fiscale comme les étrangers, et un dossier qui, sur le plan sportif, pousse à s'interroger quand même. Flo, je sais que toi aussi tu as un avis assez tranché. Là je veux juste rebondir parce que comme j'ai dit, il y avait des infos qui tombaient pendant qu'on faisait cet enregistrement et que a priori donc il n'y a pas d'accord financier comme tu le soulèves, et l'équipe nous dit que Pogba attendrait une possible offre émanant d'Arabie Saoudite avant de choisir son futur club. Ça veut dire que clairement, et un peu plus tôt dans la soirée, on a Loïc Tanzi qui nous a dit que le club, l'AS Monaco, avait dit que le joueur voulait venir, mais que du côté de Pogba, on attendait de voir comment le marché va évoluer. Moi, mon avis tranché sur la chose, c'est que, comme Fati, je pense que c'est une très mauvaise idée de par l'incertitude physique que ça représente, même si, et je le répète, Pogba, c'est un joueur exceptionnel. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour le football français, et notamment en 2018. Mais aujourd'hui, c'est une inconnue totale. Et quand je vois les derniers éléments qui sortent, j'ai l'impression qu'il se sert de nous pour avoir le meilleur contrat possible. Et c'est peut-être pisse-froid, je vais reprendre l'expression de tout à l'heure, mais je ne vois que ça. Je ne vois qu'un moyen de se servir de nous pour faire monter les enchères et peut-être faire émerger d'autres clubs. Monaco est sur lui, donc c'est que potentiellement il y a des certitudes, donc on va essayer de chercher et de gratter un contrat intéressant. Alors peut-être qu'il signera chez nous au final, et que ça sera un triomphe aussi, mais aujourd'hui j'ai la sensation que c'est vraiment Monaco, on en parle depuis trop longtemps, là, ça fait une semaine, une grosse semaine. C'est un peu la carotte pour essayer de tirer le dernier gros contrat, quoi. Ouais, moi c'est pareil, là c'est les infos qui sont sorties, c'est ce qu'on m'avait aussi dit, c'est-à-dire que en tout cas on m'avait dit dimanche soir que justement dimanche les infos étaient un peu pas très engageantes à ce niveau-là, que il y avait effectivement des discussions, que le club avait aussi faisait sortir l'info comme quoi justement Pogba était intéressé pour venir, et qu'en même temps du côté de Pogba on attendait autre chose. Moi le sentiment que j'avais vraiment au tout début de l'info, c'est que j'y croyais pas du tout. Pour moi ça me paraissait bidon. Alors s'il y a visiblement, les contacts existent vraiment, c'est pas mais je crois pas un instant à ce que ça se concrétise, je le vois absolument pas, et ça me paraît au contraire peut-être plus logique qu'il cherche à avoir autre chose, notamment dans un championnat de merde, l'Arabie Saoudite, qui est un championnat de merde, on peut le dire comme on veut, mais à un moment donné, il faut dire les termes, et qui est, je pense, est à son niveau aujourd'hui. Voilà. Il pourra jouer en marchand s'il veut, en Ligue 1, il pourra pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1, physiquement, il est cramé. Être un pisse-froid, pour moi, ce serait dire que c'est un joueur surcoté. Et je le pense. Voilà. Non mais franchement, il y en a plein qui seront pas d'accord, mais pour moi, c'est un joueur qui a pu être exceptionnel sur 2018 par exemple, mais c'était pas du tout la même en club en fait. Donc il était capable de se sublimer dans les grands matchs en équipe de France, tout ça, mais je trouve que sur la régularité d'une saison, c'est un joueur qui était assez surcoté, quoi, d'une manière générale en tout cas, qui me paraissait un peu trop beau, vu un peu trop beau que ce qu'il n'était vraiment. Même si, voilà, encore une fois, à l'occasion de certaines compètes internationales, il pouvait me faire mentir, sans problème. Mais voilà, sur le reste d'une saison, pour moi, c'est un joueur qui n'a jamais joué à 100% de ce qu'il était capable de faire, à mon sens. Mais bon, ça, après, c'est pas très grave, c'est pas le sujet non plus. Toujours est-il qu'en tout cas, moi, aujourd'hui, très clairement, si... d'un point de vue sportif, je trouve que son arrivée serait une hérésie. Voilà. Le mec n'a pas joué depuis 2 ans et demi. Ça va faire 3. On est plus proche des 4 ans. On est plus proche des 4 ans sur des saisons complètes. Ouais, parce qu'au-delà de sa suspension, l'année d'avant, il joue 10 matchs. Voilà, en plus, à cause des blessures. Non, je suis désolé. Le mec, là, si il arrive, tu vas mettre 6 mois à le remettre en forme pour même pas être certain qu'il le soit à nouveau. Pour moi, je pense que ce serait un choix catastrophique. Voilà. Pour le coup, pire qu'Ansu Fati, je pense, presque. Parce que je pense qu'il est fini pour le haut niveau.
c'est mon avis. Peut-être que je me trompe, j'ai pas une boule de cristal, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est le haut niveau pour lui, il faut oublier. Voilà. Donc l'Arabie Saoudite, c'est très bien. Et je pense qu'entre guillemets, et peut-être aussi de ce qui sort de cette info, c'est que lui-même peut-être le sait, finalement. S'il attend quelque chose de ça, alors il y a la question financière où il sait qu'il pourra toucher un pont d'or, et tant mieux pour lui. Maintenant, peut-être que ça traduit aussi une prise de conscience sur le fait que peut-être la Ligue 1, ce serait trop dur, trop élevé pour lui, trop d'intensité pour lui, s'il n'est pas capable de le faire, de répéter ces efforts-là physiquement. En plus en Ligue des Champions aussi, il y aura cette composante-là aussi à prendre en considération. Donc, voilà. Pour moi, je pense que ça peut traduire aussi le fait qu'il ait conscience que ce très haut niveau européen, il ne peut plus l'assumer. Pour ma part, le problème surtout, c'est qu'on a zéro certitude. En fait, on peut pas avoir de certitude. C'est impossible d'avoir certitude. Ça fait trop longtemps qu'il n'a pas joué pour savoir s'il est capable de revenir oui, même s'il arrive à revenir, est-ce qu'il est capable de tenir ce haut niveau? Parce que c'est bien sûr qu'il a un préparateur physique en ce moment, il revient attaqué, qui va arriver avec pleine forme et que s'il joue les 3-4 premiers matchs, il est capable d'avoir un niveau. Le problème, c'est s'il est capable d'enchaîner. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça aussi. Là, on part sur une saison à 50-60 matchs. Est-ce qu'il est capable de. Parce qu'il va venir en tant que titulaire ou remplaçant de titulaire, donc il l'a amené à jouer énormément de matchs. On va le solliciter énormément. Et on n'a aucune certitude qu'il est capable de faire ça, quoi. Et je regardais son historique de blessures. Depuis qu'il est pro, il a été blessé chaque saison. C'est jamais arrivé qu'il fasse une saison sans blessure. Alors, il y a des saisons où il y a peu d'absence, il rate pas beaucoup de matchs, mais la majorité des saisons, c'est quand même des grosses blessures. Les compétitions, les mêmes. Et chaque saison, il est handicapé, quoi. Et plus le temps passe, à mon avis, plus c'est compliqué pour lui de venir, quoi. Donc là aussi, c'est un très très gros pari qui m'embête un peu moins que Fati, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas sur un poste clé qu'il est plus remplaçant. Je rappelle que la saison dernière, on est parti sans ce joueur-là, qu'on a dû attendre l'hiver pour pas. Mais est-ce que c'est intéressant de lâcher autant d'argent? Parce que même s'il y a, il y a sûrement une prime à la signature, on va pas se le cacher, mais il y a un gros salaire. Tu disais qu'il touchait 8 millions, je rappelle que Ben Yedder en touchait 7 par an à Monaco. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va arriver avec un salaire qui est de ce niveau-là, alors qu'il n'y a plus personne maintenant au club qui touche un salaire de ce niveau-là. Donc il va arriver là aussi, même s'il fait des gros sacrifices, on peut s'attendre à que ça va être un 5-6 au moins. Hein. Donc c'est vraiment un très très gros salaire lâché sur un joueur qui va peut-être tout le temps à l'infirmerie ou sur un banc ou qui va montrer des limites. Mais oui, oui, je te rejoins. C'est vrai que le salaire pourrait être très très conséquent et bon, je pense pas que pour un joueur en fin de carrière qui, à mon avis, s'il venait, ne serait qu'une troisième option au mieux dans la rotation. Je pense pas que ce soit intéressant de mettre autant d'argent sur un seul joueur, quoi. Le point positif que je vois, s'il vient à Monaco, qu'il signe à Monaco, c'est que clairement l'offre d'Arabie Saoudite, il l'a, clairement. Et autant dire qu'au niveau du salaire, c'est très très loin de ce que nous on peut lui offrir. C'est que vraiment, lui, de son bouteille de titiller Deschamps pour une place en équipe de France, tu vois, même si c'est peut-être pas possible du tout, hein, mais au moins peut-être que lui, dans sa tête, il a cette volonté et de vraiment tout faire pour s'imposer et qu'il vient pas à Monaco pour l'argent finalement et passer des beaux jours. Parce que l'autre point qui me fait très peur aussi, je ne l'ai pas encore évoqué, c'est que tu es à Monaco, quoi. Monaco, c'est quand même très très facile de lâcher. Et quand on sait que l'hygiène de vie est tellement importante pour les joueurs, surtout pour ceux qui sont blessés. Là, quand tu es à Monaco, tu as tellement de facilité à pouvoir faire tout ce que tu veux, quoi, que ça va être compliqué aussi. Après, bon, je me dis, j'avoue que je connais pas son hygiène de vie, mais je me dis, bon, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui est quand même très fêtard et très... Ouais, mais c'est l'impression qu'il donne en tout cas, hein, je sais pas. Je sais pas, je t'avoue ça, mais bon, je me dis que c'est quand même le mec qui a 32 ans saura quand même un peu mieux se gérer, on va dire, sur cet aspect-là qu'un mec plus jeune qui a pas forcément cette expérience-là, tu vois. Je le vois comme ça en tout cas. Après, elle sera sportivement. Autant Fati, pour moi, je vois même pas ce que ça peut apporter vraiment grand-chose. Ok, c'est un bon nom, mais je pense pas que ça fasse exploser nos ventes de maillots ou des places au stade, au moins sur les premiers matchs. Autant Pogba qui est à Monaco, je pense qu'il y a un effet quand même. La dimension marketing, effectivement, c'est quelque chose qui peut aussi avoir son importance, je pense, dans la vente de maillots notamment, parce que c'est vrai que même si beaucoup de gens se diraient il ferait peut-être plus rêver les foules ou quoi, mais
C'est vrai que se dire ah putain il y a Pogba Monaco, hop on va floquer le maillot quoi. Ça peut être un argument aussi. Maintenant je pense que il y a la vente de maillot, il y a l'aspect réseaux sociaux aussi. Oui, exactement. Ce que j'allais dire aussi, ça va faire un effet Falcao où d'un coup tu fais un gros hop parce que tu as toute une communauté qui vient te suivre pour avoir un peu des infos sur lui régulièrement. Ouais. Oui, c'est vrai que ça forcément ça ferait beaucoup plus parler qu'un mec que Al Mouzrati par exemple. Et mine de rien, bah, la communauté libyenne, on les a pas trop vus sur Twitter récemment. Et pourtant, c'était le plus gros salaire du club aussi. On en revient à Pogba, mais c'était lui qui avait le plus gros salaire quand même, Monaco. Et du coup, oui, l'avantage des réseaux, peut-être pour le sponsoring aussi, parce que du coup, tu as plus de visibilité pour les. Ouais, c'est sûr, c'est peut-être plus intéressant à mettre en avant, quoi. Mais bon. Enfin bon, en tout cas, c'est vrai que là, pour l'instant, à l'heure actuelle, le moment où on parle, voilà, rien n'est fait. Des intérêts convergents, oui, il semble y en avoir, mais le dossier a pas l'air d'être vraiment réglé. Donc, bon, en tout cas, moi, je sais que plein de gens, en tout cas, étaient... Enfin, j'ai lu forcément les réactions, étaient complètement excités à l'idée d'une signature de Pogba, même si sportivement, ça n'a a priori pas de sens en l'état. Mais j'ai envie de dire, même en tant que supporter aussi, pour nous, c'est presque enfin, la question, tu vois, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait. Est-ce qu'on veut un joueur qu'on va pas forcément connaître, mais qui pourrait être plus performant, ou est-ce qu'on a envie juste de kiffer avec un gros nom, tu vois, de se dire, putain, on a eu Pogba sous le maillot de Monaco, tu vois, enfin... Qu'est-ce que tu vois, même en tant que supporter, ça peut même faire qu'on se questionne nous aussi sur ce qu'on désire. Est-ce qu'on y a ce côté un peu, tu vois, pragmatique d'un côté qui pourrait se dire que non, c'est pas un bon choix parce que sportivement ça tient plus debout, mais que en même temps presque, je vais pas dire un peu romantique, la vision un peu romantique du truc, tu vois, où tu te dis putain t'as un beau nom, un mec, une star du foot, tu vois, il y a un narratif, il y a une histoire à raconter derrière, tu vois, avec tout ça, on va dire, entre guillemets. Ça ressemble au transfert FIFA où tu te fais plaisir pour aller chercher un nom ronflant qui est éclaté, mais voilà. Il y a des écoles. Ouais, il y a le rêve et il y a le pragmatisme. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, entre guillemets, la tentation, le rêve, forcément, on est tous tentés aussi, hein, on a tous envie de rêver, quoi, quelque part. Mais c'est vrai que, voilà, d'un côté... quand l'équipe performer et avoir des certitudes. Puis surtout, quand on se réveille, de quelle hauteur on finit par tomber, finalement. Une fois qu'on est tous bien réveillés. Sinon, on est d'accord que financièrement, c'est impossible que le club fasse Fati Pogba. Ça me semble compliqué. Très compliqué au niveau des salaires, d'un coup de se mettre deux gros salaires comme ça. Après, le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de transfert sur Fati. On parle de Dyer qui est arrivé gratuit, on parlerait de Pogba qui serait donc aussi gratuit, enfin libre en tout cas. Mais donc voilà, on parle de joueurs qui n'ont pas non plus nécessité une indemnité de transfert. Donc c'est vrai que c'est aussi une économie réalisée à ce niveau-là. Donc, ouais, mais après, le budget transfert, l'équilibre, c'est une chose, la masse salariale, c'est une autre chose. C'est sûr que la masse salariale, c'est pas un an. Après, la masse salariale, pour l'instant, elle a quand même jusqu'à présent été bien dégraissée depuis quelques saisons. Il y a quand même un gros travail qui a été fait. Elle est en baisse constante depuis quelques temps, visiblement. Depuis quelques saisons. C'est pour ça que ça me semble improbable. Ces deux transferts me semblent improbables d'aller... Surtout pour un pari. Tu vois, ça aurait été pour un joueur vraiment... C'est vrai même que d'ailleurs qui a des certitudes et tout, oui, je veux bien, mais là ça ressemble pas à Monaco en fait. Oui, mais t'as raison. Au Monaco des dernières saisons. T'as raison. Les dirigeants actuels, ça. Et puis j'ai même envie de te dire, tout ce qu'on a depuis le début sur la question des transferts, ça ressemble pas à Monaco, à la fois alors financièrement, effectivement, parce que on s'est habitué à réduire un petit peu la voilure, même en tout cas rationaliser, on va dire, les dépenses. Ça s'est vu, on va dire, avec l'évolution de la masse salariale notamment, et aussi des indemnités de transfert, mais même dans les profils, là aussi, c'est un peu un autre aspect de ce mercato, c'est-à-dire que on a l'impression que on voit pas du transfert de Monaco pour l'instant, c'est-à-dire que le transfert de Monaco, c'est tu prends Lamine Camara 20 ans, tu prends Christian Mawissa 19 ans,
tu vois, tu achètes ces jeunes-là, ces jeunes prospects pour le futur, pour l'avenir, pour la revente, pour ton modèle économique. Et là, on n'est pas du tout sur ces profils-là. Alors, Fati reste très jeune, mais c'est un joueur qui aura besoin d'être totalement relancé, et c'est même pas sûr qu'on y arrive non plus. Mais on est dans des profils totalement différents, avec des joueurs qui sont soit sur la fin, qu'on sait qu'on ne revendra pas, qu'on prend libre, et pas du tout sur des jeunes. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant aussi cet aspect-là du mercato pour l'instant. Et on est très tôt. Et est-ce que ça nous manquerait pas Ouais, il y a 3 jours le mercato. Ouais. Et est-ce que ça nous manquerait pas un peu ces profils de gamins de 20 ans que personne connaît? Est-ce qu'on serait pas déjà un peu nostalgique des inconnus de 18 ans qu'on recrute Est-ce qu'on reste sur l'effet Biarritz, c'est pour ça. Le dernier, il a marché pour l'instant. Ouais. Oui, même Camara aussi, ça a bien marché au final. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Mais ouais, et puis pareil, Biarritz, pareil, 22 ans, c'est très jeune. Balogun, quand on le prend, je crois qu'il a tout juste 22, 23 aussi. Alors après, on le connaît parce qu'il a fait sa saison, la saison qu'on sait à Reims, mais c'est vrai, voilà, on n'est pas du tout sur. C'est très étonnant pour l'instant, c'est qu'on n'est pas du tout sur les profils qu'on a l'habitude, on va dire, de recruter. Alors, il y a eu Thilo Kehrer à l'hiver aussi, 2024, par exemple. Mais voilà, c'est vrai que c'est les profils de joueurs un peu âgés comme ça. Voilà, c'est quelque chose auquel on n'était plus habitué. Est-ce qu'on peut dire aussi que quelque part c'est une certaine manière aussi une façon de rééquilibrer ou peut-être de corriger un peu peut-être des transferts trop jeunes aussi qui ont été faits pendant les dernières saisons? Flo, peut-être. Est-ce que Skuro essaie pas de rectifier un peu certaines choses, peut-être? Moi, j'ai la sensation un peu qu'aussi il est guidé, Skuro, hein, j'entends, par ce qu'il peut lire peut-être de la part des supporters, là où beaucoup d'entre nous avons pointé ce manque d'expérience, ce manque de leader, ce manque de joueurs un peu capés au sein de l'effectif, avec un Minamino qui a eu 30 ans en janvier, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on a pris un d'ailleurs, mais bon, quand tu vois que on veut essayer de faire un Pogba qui a 32-33 ans, puis que tu as des pistes à côté. On a parlé de David De Gea, qui a prolongé avec la Fiorentina, c'est pareil, il a 35 ans. Là, on peut lire ce soir encore d'autres noms un peu dans la même verve. A priori, on aurait tenté, ou en tout cas, on aurait penché la tête vers Ter Stegen de Barcelone, qui a 33 ans, ou Onana de Manchester, qui a 29 ans. Voilà. Ouais. En fait, c'est clairement le mojo, on va dire, de ce mercato, c'est on va taper sur des profils âgés enfin âgés. Je mesure mon propos, hein, mais je veux dire plus âgés en moyenne que l'effectif en place. Et il n'y a pas d'équilibre. C'est soit on va l'été dernier taper sur tous les meilleurs prospects, on va dire les plus jeunes, et cette année tous les prospects expérimentés qui peuvent avoir comme opportunité de marché. Il n'y a pas d'équilibre. Après, on peut peut-être aussi penser que les investissements sur les jeunes ont déjà été faits justement sur la saison dernière, par exemple, et qu'il y a peut-être moins besoin d'en rajouter cette année, pour leur laisser aussi le temps de se développer, peut-être. Il y a une volonté de continuité clairement sur l'effectif qui est en place, et puis Skoro l'a dit, hein, ils veulent le moins de mouvements possible, en tout cas le moins déstabiliser la colonne vertébrale en place. Et voilà, pour maintenir cette colonne vertébrale, je pense qu'il ne faut pas non plus accumuler les profils surexpérimentés. Il y en a quand même déjà en place au sein de l'effectif. Un Kehrer, un Minamino, un Golovin, un Dyer maintenant, et j'en oublie, un Caio Henrique qui est là depuis 5 ans, un Zakaria évidemment, un Mbolo qui est encore là évidemment aussi. Voilà, chercher de l'expérience, c'est une chose. Essayer aussi de ne pas déséquilibrer la grille salariale du club, c'en est une autre. Et je pense que là, on semble se diriger vers un déséquilibrage de la grille salariale. Et ça,
là où il y a un travail qui a été énorme, qui a été mené depuis, on va dire depuis Mitchell, hein, clairement. La masse salariale, elle a décru depuis que Mitchell est arrivé jusqu'à Skuro maintenant. Il faut que cette stabilité qui a été retrouvée, là où on n'accumule plus on n'accumule plus des contrats à la Fabregas, à la Ben Yedder, et où on est mesuré, parce que le salaire d'un joueur comme Zakaria, 4 millions d'euros par an, ça reste quand même, au vu de la valeur du joueur, très modéré. Après, on peut Je pense pondérer qu'il avec faut ses absences. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut quand même que la direction sportive et Skuro en tête puisse continuer de trouver cet équilibre-là entre les profils expérimentés et qu'il faut forcément continuer un petit peu à amener vers l'équipe, sans pour autant que ce soit au détriment de la jeunesse. Et on parlait tout à l'heure de Dyer avec Mawissa potentiellement. C'est un peu dans cette logique-là. Il ne faut pas freiner non plus l'ascension de certains jeunes qui, de par leur arrivée et leur évolution, permettent aussi de pérenniser économiquement tout ça. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Ok, bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur Pogba Fati. On va pas se mentir, hein, donc on est quand même tous un peu globalement unanimes sur le fait que ce sont pas forcément de très bonnes idées, voilà, et que c'est pas forcément ce dont Monaco a besoin. Sur les autres rumeurs, on va essayer de passer assez rapidement. On avait évoqué la piste Reguilón, Sergio Reguilón, donc latéral gauche de 28 ans, espagnol, de Tottenham. Pareil, on est un peu sur le même profil, hein, Pogba Fati, des blessures, mais aussi quasiment pas utilisé, donc un joueur qu'il faudra complètement relancer. Je crois qu'il a joué 6 matchs la saison dernière. Alors l'équipe nous disait que le Monaco était confiant sur la finalisation du dossier, mais ça c'était fin mai, donc depuis 20 jours, mine de rien, ça n'a pas beaucoup avancé. Alors pour le coup, je ne sais pas du tout où ça en est. Ils en parlent encore ce soir dans leur article. Ah ok, d'accord. Ils disent que ça travaille encore sur le dossier. Ok, bon. Sans en donner plus, mais ils disent que ça travaille toujours à l'avenue du joueur. Pour le coup, là on est plus sur un profil de concurrent immédiat à Caio, pour moi, avec un gars qui va venir en remplaçant, et ce qui va pousser vers la sortie un mec comme Ouattara qui sera sûrement prêté. Oui, parce qu'apparemment, pour le vendre, voilà, parce que Monaco demanderait un montant à 2 chiffres. De qui? De Ouattara? Pour Ouattara, ouais. Après, il reste jeune. Hein. Oui, mais 2 chiffres. Ouais, je sais bien. On l'a payé 1,5 million. Hein. Donc 10 millions, quoi. Plus. Ah bon? Oui, ils sont gourmands. Hein. Ouais, autant te dire que tu t'es pas prêt de le vendre. C'est le début du mercato, il faut mettre les prix hauts. C'est pas encore les soldes. Non, il faut être sûr qu'ils viennent en tant que remplaçant, hein, déjà. Si c'est pour l'avoir comme titulaire parce qu'il prévoit de faire partir Enrique. Après, il a le profil, c'est sûr. C'est un défenseur latéral qui peut jouer aussi piston, donc ça convient au jeu que peut mettre en place. Mais en tant que titulaire, je trouve qu'on y perd quand même. Par rapport au Enrique qu'on espère avoir. Ouais. Le Enrique de fin de saison, pas le Enrique qui sort de blessure et qui nous fait un milieu de saison compliqué. Dans les autres pistes, hein, on les évoque un peu rapidement, parce que pour l'instant, tant que c'est pas plus avancé, on va pas forcément beaucoup s'y attarder. Mais il y avait la piste Louis Leroux. Monaco aimerait bien le signer, mais j'ai beaucoup de mal à y croire personnellement. Je pense pas que Nantes soit vendeur, ou alors il faudrait aligner une grosse somme, et je pense que ce sera pas à notre portée. Ils ont déjà passé la DNCG en plus. Je sais pas. Il me semble. J'ai pas vu ça, mais en tout cas, Kita de toute façon a couvert le déficit, donc. Ah ouais, voilà. Parce que non, ça aurait pu être une raison qui fait qu'ils cherchent du coup ils vont vendre Simon. Voilà, ils ont vendu ce Moses Simon là, 7 millions au PFC. Ablin est sur le départ a priori, Zézé aussi devrait être vendu, donc bon, ils vont avoir des liquidités, et puis dans tous les cas, comme je disais, Kita couvre le déficit. Je me dis un Leroux,
ce serait pour nous, entre guillemets, intéressant de l'avoir à 15, comme on a pu avoir un Camara ou quoi. Mais je pense qu'à 15, il partira pas. Bah, haut. Hein? Je trouve ça déjà haut, moi. Ouais, mais le problème, c'est que il partira pas à 15, je pense. Mais il n'y a même pas une saison complète de Ligue 1. Quoi. Ouais, je sais, mais après... Parce que pour moi, là, s'il signe à Monaco, il vient pour concurrencer Magassa. Et je suis même pas sûr que Magassa soit pas meilleur. Bon, je l'ai pas vu jouer, donc c'est pour ça. Mais c'est pas si avancé que ça, hein, de toute façon. Non, c'est vrai. C'est Sébastien Denis là de Foot Mercato qui disait que c'était ça restait au stade de l'intérêt qui se matérialise pas quoi. Ouais, puis grosso modo, il est scouté quoi. Il est scouté, il est suivi, mais c'est tout. Mais bon, là, je pense qu'en tout cas, ça, a priori, ça semble un petit peu compliqué à mon avis d'envisager de le faire venir, cet été. Et s'il fait une saison pleine comme c'est prévu qu'il fasse la saison à venir, a priori ce sera plus que 15 et là je pense qu'à mon avis on pourra pas s'aligner dessus, donc voilà. Enfin bon, du coup voilà un petit peu les rumeurs, on va dire. Alors il y a aussi le poste de gardien. Alors là pareil, il y a beaucoup de noms qui sont sortis, c'est pas des sujets qu'on abordera ce soir. Il y a eu encore donc des nouvelles là dans l'équipe. Onana qui avait refusé, Ter Stegen aussi. Globalement, Monaco essaie à peu près partout un poste de gardien. Il y a un nom, donc c'était Loïc Tanzi qui l'avait sorti, qui a dit Monaco est sur un joueur en priorité mais compliqué et sans donner le nom. Donc le nom, on ne l'a pas encore. Mais voilà, ça écarte peut-être un peu de fait pour l'instant certaines pistes qui ont été citées récemment. Le gardien turc, Shakir, Petrovic, Bulka, etc. Donc voilà. Mais c'est un dossier qu'on réservera forcément un peu plus tard dans l'été parce que là, globalement, on a juste compris que Monaco a essayé de prendre des pistes, des infos un petit peu partout. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air non plus d'être très avancé comme dossier. Donc voilà, je propose qu'on en reste là pour ce premier point, cette première étape mercato de l'été. Parce que il y aura encore plein de choses, plein d'autres sujets qu'on aura le temps de développer. Donc la question du gardien, la question des départs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, encore une fois, pareil, Dea Kliuch, Golovin, Ben Seguir qui pourraient éventuellement partir, en tout cas pas tous, mais qui pourraient être sujets à un départ. Pour l'instant, ils ont rien, donc on va pas parler dans le vide non plus. Et puis pareil pour les petits jeunes, on en parlera forcément aussi, mais un peu plus tard pendant l'été. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur cette émission. On pourra faire peut-être aussi un point sur les joueurs prêtés une prochaine fois d'ailleurs, puisque voilà, il y aura ça va aller vite, surtout que voilà, Skuro avait dit qu'il faudra leur trouver une porte de sortie. Au moins c'était clair. On va pas utiliser Boadou l'année prochaine. A priori non. C'est triste. Franchement, je suis dévasté. Ouais. ouais, c'est comme ça. En tout cas, merci Flo pour avoir accepté notre invitation. Donc on te retrouve évidemment sur Twitter enfin X maintenant. J'arrive pas, ça je m'y fais pas. Pour des fils du coup sur le mercato et aussi sur du coup ta chaîne YouTube. Tu as fait la première vidéo il y a quelques jours, donc j'imagine qu'il y en aura d'autres aussi à venir pendant l'été. Et puis nous, Pat, on se donnera rendez-vous du coup à intervalles réguliers, je pense, pendant l'été. Tu feras partie des motivés pour m'accompagner. Dans quelques jours pour la signature de Pogba, du coup, c'est ça. Voilà. Ouais, si Pogba signe, évidemment, on va faire une émission en direct. Probablement dans 15 jours. Pour dire qu'on était des cons et qu'on disait de la merde le 19 juin. Pour retourner notre veste ou quoi, voilà. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, je vous rappelle l'émission que vous pouvez suivre sur YouTube et sur Spotify. Voilà, on verra si on peut aussi peut-être développer les autres supports. Ce serait pas mal. En tout cas, merci Flo, merci Pat et merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt. Dagemonegu. Ciao, ciao. Et bisous.